Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de Ben Lala en France. Ben Lala. Et aujourd'hui, je suis dans un environnement carrément exceptionnel. Ben Lala. Ben Lala. Oui, effectivement, un endroit exceptionnel. Je suis actuellement en plein cœur du musée du papier de Angoulême. Sérieusement, j'ai eu le droit à une visite qui est, je dirais, personnalisée, une visite hyper intéressante avec le directeur du musée de papier et qu'il est également responsable des archives municipales ici à Angoulême. Je parle de M. Florent Gaillard. Donc, ce sera notre invité pour cette entrevue. Ben Lala est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons Lala ». Pourquoi Lala? Alors quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Bien voyons ». Bref, le nom du podcast est Ben Lala afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive Lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de 3e cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast! Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, M. Gaillard, merci beaucoup d'avoir accepté de me recevoir dans vos murs. C'est un peu l'avantage du balado, du podcast, de pouvoir bouger comme ça, d'être mobile. Alors, M. Gaillard, je vous ai présenté comme directeur du musée. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de vos fonctions. Qu'est-ce que vous faites ici au musée de papier? Ma fonction, bien sûr, est la direction de cet établissement. Ça veut dire quelque part, bien sûr, conserver d'abord des collections qui sont très nombreuses ici, qui se sont rassemblées depuis des dizaines d'années. Mais c'est aussi, bien sûr, animer avec toute mon équipe un lieu, donc le faire vivre à travers des expositions temporaires, des conférences, des animations de toutes sortes. Ce qui fait que l'idée générale que nous souhaitons développer ici, bien sûr, est celle de faire un lieu de vie, bien sûr, mais un lieu aussi où le public va pouvoir rêver. Et c'est vrai qu'un musée dont on sort enchanté, eh bien, c'est l'idéal. Et si on peut apporter un peu de rêve aux visiteurs, eh bien, on sera comme ça les hommes les plus heureux du monde. Vous parlez de rêve. Tout à l'heure, on a fait une petite tournée que j'ai grandement appréciée. D'ailleurs, merci d'avoir pris le temps. Vous me parliez un peu de l'histoire, justement, de Angoulême. J'aimerais que vous me parliez, dans le fond, c'était quoi je dirais l'impact de la papetière ici, de la papeterie, de cette industrie-là à Angoulême? C'était essentiel. Je dirais qu'Angoulême a été longtemps une ville industrielle, même Honoré de Balzac, vous savez, le grand écrivain français du 19e siècle, disait qu'Angoulême était une ville industrieuse et riche. Eh bien, le témoignage de tout cela ici, à travers les collections, bien sûr, qui attestent d'une histoire extrêmement industrielle autour d'usines qui se sont développées autour du papier, autour des toiles métalliques, les feutres, des imprimeries, des fonderies. Il y a toute une économie autour du papier qui a été un bassin d'emploi avec 10 000 hommes et femmes, donc quelque chose de très important. On disait d'ailleurs en France que la ville d'Angoulême était la ville la plus industrialisée entre la Loire, Tours, vous voyez le Val-de-Loire, et la Garonne, Bordeaux. Donc, quand on parle d'industrialisation, on parle de l'industrie du papier, mais qui a généré, entre autres, fonderies. Ça a généré aussi de la poudre, dans le fond, une fabrication de poudre, bien sûr, à ne pas, comment je peux dire ça, à ne pas confondre avec, avec la production colombienne. Donc, de la poudre à canon, bien sûr, qu'on fait référence. Et l'autre industrie, on parlait de fonderie, poudre et... pour les canons. Pour les canons. Pour les canons, puisque nous avions aussi, depuis le
XVIIIe siècle, donc avant la Révolution française. Le marquis de Montalembert, qui était un de ces hommes des Lumières, qui était né à Angoulême d'ailleurs au XVIIIe siècle, avait fondé une fonderie royale qui est devenue nationale avec le temps et dont le travail était de fabriquer des canons pour la royale, pour la marine française. Et vous savez que Rochefort, qui n'est pas très très loin d'Angoulême, justement, était un lieu de fabrication maritime, de bateaux. Et donc les canons qui allaient armer ces bateaux partaient sur des gabarres, des bateaux à fond plat sur le fleuve Charente, passaient à 2 pas ici du musée et allaient armer les bateaux qui servaient bien sûr à la marine nationale. Donc, cette évolution-là industrielle, à quel moment elle a, je dirais, basculé en quelque sorte? Alors, elle a basculé malheureusement à la fin des années 60, 1970, à un moment où une grande concurrence internationale s'est manifestée et aussi liée au manque d'investissement des familles qui possédaient ces usines, qui étaient restées des petites structures, mais qui se retrouvaient confrontées à un environnement international. Donc, beaucoup de ces papeteries, de ces usines ont fermé leurs portes, malheureusement. Et ce quartier est devenu une friche industrielle, comme ça, au pied de la vieille ville d'Angoulême. Je me souviens enfant de ces usines fermées, de ces volets ouverts, de ces grandes salles dévastées, plus rien, plus ou moins pillées. Et puis là, il y a eu une décision municipale, c'est vrai, de quelque part de sauver tout ce secteur industriel et quelque part de se réapproprier le fleuve Charente, puisque toutes ces usines s'étaient développées au bord du fleuve, le fleuve nourricier qui est le fleuve Charente. Donc, à partir du moment où que ça s'est fermé, là, donc je parle de la papeterie et ainsi de suite, et à partir du moment où ça a été désert, on parle d'une période d'à peu près combien de temps? Une période, je dirais, une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, avec un nouvel élément presque révolutionnaire, déclencheur, qui va changer le destin d'Angoulême, qui est la bande dessinée. En 1974 est créé le premier festival international de la bande dessinée à Angoulême. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, la ville va choisir de se réorganiser, de se réorienter autour de l'image, autour de la bande dessinée. Et c'est le début d'une nouvelle aventure et c'est le début d'une renaissance. Et aujourd'hui, Angoulême a la chance, c'est vrai, de bénéficier d'un statut international. Elle est ville créative UNESCO, justement au titre de la littérature et particulièrement de la bande dessinée. Et puis bien sûr, elle a la chance aussi d'avoir de très nombreuses écoles de l'image, des studios d'image. La BD est entrée dans la ville et les bulles, les plaques de rue, ce sont des bulles. Les rues ont pris le nom de personnalités comme Hergé, Goscinny. Le vaisseau qui est juste en face de nous s'appelle Moebius. Voilà, un magnifique musée de la bande dessinée a vu le jour. Donc il y a à la fois du patrimoine, mais aussi du présent, donc de l'économie, du travail, et c'est essentiel pour une ville. Donc, l'arrivée de la bande dessinée en 1974, le festival, a été l'amorce d'un changement sur le plan de la ville. Tantôt, vous avez fait référence qu'il y a eu la volonté des élus municipaux qui ont dit « OK, on va mettre de l'argent pour justement réinvestir dans les infrastructures, en fait, dans les endroits où dans les lieux industriels qui étaient désaffectés, en quelque sorte. » Donc, à partir de 1974, combien de temps ça a pris pour être capable de ressentir cet impact-là, par exemple, de la BD à Angoulême? Écoutez, je dirais une dizaine d'années. Il faut attendre entre le milieu des années 70, si vous voulez, et la fin des années 80. C'est vraiment là qu'on commence à sentir cette influence. La preuve, le musée du papier, et quelque part, résume tout cela. Il ouvre ses portes ici en 1988. En 1988, en même temps que l'École supérieure de l'image, qui est juste dans nos murs, et en même temps, quelque part, que la construction, quelques années plus tard, du grand premier musée de la bande dessinée, qui est l'architecture de Roland Castro, qu'on appelle le vaisseau Moebius, qui est juste à côté aujourd'hui. Premier musée de la bande dessinée. Vous êtes dans les années 85, 1990. Donc c'est vraiment à ce moment-là, il y a un très grand changement, puis le festival a pris une ampleur énorme. Et on se souvient tous de ces merveilleuses expositions, justement, dans ce premier musée de la bande dessinée qui avait été inauguré par le ministre de la Culture emblématique de l'époque, qui s'appelait Jacques Lang, voilà, et qui est souvent revenu d'ailleurs ensuite dans cette ville. On est parti de la fabrication de papier avec quelques autres industries.
ça s'est fermé. On a débuté avec la BD en 1974, ça a évolué jusque dans les années 80, et ainsi de suite. Aujourd'hui, en 2023, à quel endroit qu'on se situe par rapport à la BD, par rapport à l'image? C'est quoi le positionnement d'Angoulême dans tout ça? Je crois qu'aujourd'hui, Angoulême a une dimension internationale qui est liée à la bande dessinée. Alors, où que nous soyons, quand on parle d'Angoulême, on vous dit « Ah oui, c'est la ville de la BD ». Il y a une reconnaissance internationale. Il y a aujourd'hui une quinzaine d'écoles qui se sont développées autour de l'image, à la fois des écoles publiques ou des écoles privées, et puis d'innombrables studios aussi qui fabriquent des images, des films, et c'est un bonheur. Et on a eu l'occasion, Musée du Papier, de créer des activités. On appelle les cafés du Nil. On allait prendre un café dans tous ces studios ou ces écoles et de découvrir tout ce qui se faisait en Angoulême. Mais ça a été, je peux le dire, un émerveillement de se dire, voilà, quelque part, après le rayonnement européen, international du papier, puisqu'on vendait notre papier dans le monde entier, Angoulême a réussi sa reconversion autour de l'image, puisqu'aujourd'hui, on y fabrique des films qui aussi sont vus dans le monde entier. Donc, c'est une belle aventure il faut une quarantaine d'années pour que tout se développe. Je pense que les choses vont continuer dans les années qui viennent. Mais c'est vrai que les élus ont vraiment misé sur cette reconversion. Et je crois que le Musée du Papier résume tout cela. C'est sa vocation un peu de raconter cette histoire qui a été extrêmement riche du papier et d'amorcer, bien sûr, cette reconversion du papier à l'image. En lien avec cette reconversion-là, on parle d'élus municipaux, tout ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un au fil des années qui a su démontrer un certain leadership, qui a eu une vision sur vers où Angoulême devait s'en aller avec la BD? Écoutez, je crois que d'abord, il faudra rendre hommage, bien sûr, aux 3 fondateurs de la bande dessinée. 2 ont été des élus. Je pense bien sûr à Jean Mardiquian, qui nous a quittés, qui a été une grande figure culturelle d'Angoulême. Il a été pendant très longtemps l'adjoint à la culture de cette ville. Je pense aussi à Francis Groux, qui lui aussi a été élu de cette ville, qui vit encore aujourd'hui. Ce sont des hommes que j'ai admirés, que j'admire beaucoup, parce que, sans le savoir peut-être à l'origine, puisque c'était une idée de passion, ils ont donné à la ville un nouvel élan. Et j'y ajouterai bien sûr d'autres figures. Je pense à David Caméo, qui était un élu à la culture, un jeune élu à la culture des années 70, qui est un peu à l'origine de ce musée d'ailleurs, et qui d'ailleurs après a réalisé une magnifique carrière, puisqu'il a été le directeur de la manufacture de Sèvres, si célèbre, c'est à côté de Paris, ainsi que du musée où on fabrique cette porcelaine, cette céramique merveilleuse. Et il a été aussi, après, le directeur des arts décoratifs au Palais du Louvre à Paris. Donc voilà, un élu qui avait une vision et qui est toujours d'ailleurs un ami du musée qui vient nous voir régulièrement. On a eu la chance d'avoir effectivement ces hommes, et puis les maires aussi et leurs conseils qui ont suivi, quelles que soient leurs orientations politiques d'ailleurs, qui se sont succédés, ont toujours suivi cette politique liée à l'image, en comprenant bien que voilà, Angoulême, qui conservait quand même une partie industrielle, pas oublier qu'on a encore des industries importantes, je pense à l'usine Leroy-Sommer, aujourd'hui Angoulême, de moteurs électriques, voilà, mais qu'il fallait quelque part se reconvertir vers l'image et que la BD pouvait être un tremplin exceptionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai tourisme autour de la bande dessinée, il y a ce musée merveilleux avec des collections exceptionnelles, et puis il y a des murs peints dans la ville aussi qui se sont multipliés, des statues, on retrouve bien sûr Hergé au cœur de la ville, voilà, donc c'est plutôt une belle aventure, une aventure réussie que pour une ville d'avoir gardé en plus son charme, parce qu'Angoulême c'est quand même une ville assez extraordinaire, qui a un patrimoine ancien remarquable, avec ses 3 kilomètres de remparts médiévaux. Et puis au pied de tout ça, ces usines qui auraient pu être démolies, on aurait pu construire des immeubles très laids. Et finalement, au contraire, on a restauré ce patrimoine du 19e, ce patrimoine de pierre, et on y a établi à l'intérieur des outils de développement d'aujourd'hui, tout en gardant un cadre préservé. Je peux inviter bien sûr que le public à venir découvrir Angoulême. C'est une ville à la campagne en quelque sorte, avec ses écrans de verdure, ses îles au milieu du fleuve, sa nature, sa faune, sa flore, voilà. Et puis au milieu de tout ça, l'image. Tout à fait. Non, j'aime vraiment ce que vous dites, parce que ça me soulève aussi une autre question, parce que
Vous avez dit il y a une continuité avec les élus, peu importe en fait leurs allégeances. Souvent en politique, les gens qui prennent, je dirais, le pouvoir vont souvent vouloir prendre une direction qui est propre à eux. Donc, c'est quand même un défi pour, pendant une quarantaine, cinquantaine d'années, d'avoir dit on prend la même direction sur l'axe de développement de Angoulême et on mise là-dessus, et peu importe la nature politique. Donc, c'est chapeau. Là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des débats peut-être alentour. Là. C'est tout à fait normal. Vous parliez des entreprises d'Angoulême. Je sais, j'ai su notamment par des sources que vous êtes comment je pourrais dire ça, une encyclopédie. C'est quoi les marques ou les entreprises qui sont d'ici, qui se sont démarquées? J'ai feuilleté notamment tout à l'heure un petit livret qui parlait des entreprises d'ici. C'était Coca Chocolata ou quelque chose comme ça. Là. Corrigez-moi, parce que je sais que je ne le dis pas comme il faut. J'aimerais ça que vous m'en parliez un peu des marques, des produits d'ici. Oui, on a eu des produits, c'est vrai, de haut de gamme qui se sont vendus dans le monde entier. Alors ici, on fabriquait surtout du papier à cigarette à Angoulême, mais il y en avait plusieurs. Beaucoup se souviennent de le Nil, le fameux éléphant du Nil. Je ne fume que le Nil, c'était la grande publicité du 19e. En fait, on flirtait avec l'orientalisme. On allait chercher un petit peu des sources du côté du Nil, du côté de l'Égypte, avec des magnifiques pyramides, des sphinx, et toutes sortes d'éléphants, d'où l'emblème quelque part du musée, c'est un éléphant, c'est l'éléphant du Nil, dessiné par Cappiello. Mais j'ai remarqué entre autres le packaging, les dessins, la publicité. On est au début de ces outils-là de marketing. Là. Ces entreprises étaient très, très modernes pour l'époque, et on fait travailler, vous voyez, des graphistes et puis aussi parfois des grands artistes, des grands prix de Rome qui ont illustré comme ça les boîtes, les papiers, et ils ont fait appel aux plus grands pour vendre un produit avec beaucoup de modernité. Et ce qui est incroyable d'ailleurs de ces entreprises, parler du Nil, on peut parler de la Croix, on peut parler de la Roche-Joubert, ces grandes usines qui vendaient leur papier dans le monde entier. Ces usines, on en a des preuves puisque elles ont essaimé et elles ont pu construire des usines jusqu'en Australie. L'usine Le Nil avait une antenne en Australie et l'usine Lacroix aussi. Donc il y a vraiment un rayonnement incroyable dans le monde entier, un savoir-faire, et aussi bien au niveau des papiers à cigarettes, mais je parlais tout à l'heure des fonderies. Il y avait une fonderie qui s'appelait Cordebar, qui était tout près d'ici. On a hérité des archives de cette entreprise, des milliers de papiers calques avec des machines dessinées. Mais quand on voit les lieux où étaient envoyées ces machines, eh bien, on a bien sûr toute une partie de la France, mais aussi de l'Europe, mais aussi des États-Unis, l'Amérique du Sud, jusqu'aux pays du Moyen-Orient. C'est incroyable. Donc vraiment, on voit ce rayonnement et ce savoir-faire. Et je suis toujours impressionné par justement ce savoir-faire, tous ces hommes, ces femmes dans leur métier propre, dans les usines qui avaient pu développer des techniques de fabrication qui faisaient que les produits fabriqués ici étaient des produits d'excellence. Dans les propriétaires qui notamment ont possédé la papetière ici, dans le musée dans lequel on est, je pense qu'il y a des propriétaires qui se sont démarqués de par leur époque, de par leur génération, dans la façon de gérer leurs ressources humaines. Lequel, selon vous, a fait des choses innovatrices et qui s'est démarqué selon son époque en lien avec les relations de travail? Écoutez, on a la chance aussi d'avoir eu ce qu'on appelle des patrons sociaux en Charente. Alors ici, bien sûr, dans l'usine Le Nil, je pense à la famille Brousseau, je pense aussi à la famille Lacroix. Il y a quelques figures, je peux vous parler peut-être de Léonide Lacroix. Léonide Lacroix, c'est un de ces patrons du 19e siècle, un peu atypique parce qu'il épouse une ouvrière. À l'époque, on ne mélangeait pas les groupes sociaux, donc peut-être qu'il était sensible justement à la condition ouvrière parce qu'il en avait épousé une, mais je crois en fait que cet homme était très soucieux de son entreprise et des hommes et des femmes qui y travaillaient, en développant des sociétés de secours mutuels, des caisses de retraite, en développant tout un arsenal, si vous voulez, de dispositions pour protéger les ouvriers et les ouvrières de son usine, puisque la sécurité sociale n'existait pas à l'époque, les retraites n'existaient pas, on était presque
presque sans droit du travail. Et c'est vrai que ces patrons ont développé beaucoup de bien-être dans leur entreprise. Et je pense aussi à Edmond Laroche-Joubert, qui avait créé à l'époque du roi Louis-Philippe, dans les années 1840, une société en coopérative, ce qui était très novateur aussi. Et si bien que ces hommes ont laissé, c'est vrai, une très bonne image, un souvenir qui est resté chez les ouvriers et les ouvrières, on nous l'a souvent dit, comme un témoignage très clair de patrons sociaux qui s'étaient investis pour que les personnes qui y travaillaient, ils puissent bien y travailler, et notamment les femmes qui avaient des crèches pour mettre les enfants le matin. Donc ces usines étaient peuplées de jardins ouvriers aussi, de stades où les ouvriers pouvaient aller faire du sport. Enfin voilà, il y avait toute une série d'idées novatrices qui après ont été reprises, bien sûr, dans le droit du travail et qui se sont développées en France. Mais on a eu des Lacroix, Brousseau et puis Laroche-Joubert, des patrons extraordinaires. Il y a eu qui ont été moins bien aussi, bien évidemment, mais moi je vous cite ceux qui ont marqué et qui ont donné une emprise quelque part nouvelle à cette ville d'Angoulême et qui ont donné aussi une teinte. Parce que ça, à ce moment-là, justement, par rapport aux patrons, aux travailleurs, c'est incroyable comment c'était incroyable parce que on a tous vu les fameux vidéos de Charlie Chaplin dans le cadre de son travail qui se sauvait et notamment qui fait référence à cette mécanisation, à la révolution industrielle, aux conditions de travail, au syndicalisme, au début du syndicalisme dans ces années-là, notamment en Amérique. Donc, tu sais, on peut s'imaginer facilement à quel point c'était exceptionnel. Donc, possiblement que cette lignée-là d'innovation, je pense, avec tout ce que vous m'avez raconté jusqu'à maintenant, on parle du papier, on n'a pas parlé encore d'imprimerie parce qu'alentour du papier, il y a aussi l'imprimerie qui s'est démarquée de ce que vous me racontiez. J'aimerais ça que vous m'en parliez d'ailleurs à l'instant. Comment ça s'est développé l'imprimerie dans le secteur? Alors, on a la chance à Angoulême d'avoir des imprimeurs depuis le XVe siècle, puisque les premiers imprimeurs à Angoulême sont arrivés vers 1491, 96. Ils ont imprimé ce qu'on appelle les incunables, ces livres qui ont été imprimés avant 1500 sous l'influence des Valois à Angoulême. C'est cette dynastie de François Ier qui était issue d'Angoulême et qui avait toujours eu un intérêt particulier pour la culture et pour les livres. Et quelque part, on le retrouve toujours, cet esprit, cette curiosité intellectuelle dans l'ADN d'Angoulême depuis la Renaissance. Donc les imprimeurs ont été nombreux et évidemment, vous en doutez, ils se sont multipliés à partir du moment où le papier est devenu plus facile à acheter, donc avec la machine à papier, donc qui s'est développée dans les années 1830. On va voir les imprimeries se multiplier. Et on a la chance d'avoir dans les collections du Musée du Papier justement des témoignages de ces grandes imprimeries qui fabriquaient des papiers de très grande qualité. Alors papier aussi parfois pour le commerce, bien sûr, pour les particuliers. Mais on a une imprimerie un peu atypique puisqu'on a la chance de conserver dans nos collections des dizaines de milliers d'étiquettes de fromage, figurez-vous, d'une entreprise qui s'appelait Garneau, qui travaillait pour, on va dire, 75% des grandes laiteries et fromageries françaises, donc une grande partie de ces étiquettes de fromage des années 1920-1980 ont été imprimées à Angoulême. Pour passer à la vache qui rit, bien sûr, mais à d'autres grandes célèbres usines laiteries de fromage. Donc, une entreprise locale dont on a hérité, d'abord avec des ouvrages et surtout des magnifiques étiquettes en lithographie, imprimées et puis après en offset. Donc c'est tout un univers, et ce qui est très beau, c'est intéressant, c'est de savoir que ces entreprises faisaient appel bien sûr à des graphistes locaux. Souvent dans l'entreprise, il y avait des dessinateurs, mais il y avait aussi parfois des grands prix de Rome, donc des gens qui avaient eu ce grand prix, vous savez, il aurait fait séjourner à la Villa Médicis à Rome et qui était quelque part une reconnaissance d'un savoir-faire exceptionnel. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question en appui un peu au résumé que je faisais. Tu sais, papier, imprimerie, image, tout ça a une grande cohérence. La BD, le pôle actuellement qui est développé ici, le pôle image qui fait en sorte que, bon, il y a de l'animation qui est développée, des vidéos, et tout ça est cohérent avec
je dirais même l'ADN de où c'est que Angoulême vient. Je trouve ça vraiment fascinant ce que vous nous partagez aujourd'hui. J'aimerais vous questionner maintenant un peu plus sur l'aspect des archives municipales, parce que dans vos fonctions, vous faites ça également. Est-ce qu'il y a des archives qui serait intéressant qu'on discute ensemble, des archives secrètes qu'on ne connaît pas sur Angoulême? Alors les archives secrètes, elles sont très nombreuses, elles se trouvent bien sûr presque quotidiennement au fur et à mesure du dépouillement de ces archives, puisqu'on ne cesse de les découvrir, de les parcourir. C'est plusieurs kilomètres linéaires d'archives, près de 3 kilomètres linéaires d'archives que nous conservons depuis le XIVe siècle. Donc le document le plus ancien date de 1359. 1359, à l'époque où Angoulême était occupé par le prince noir, le fils d'Édouard III d'Angleterre, qui d'ailleurs séjournait entre Bordeaux et Angoulême et avait fait d'Angoulême, le prince de Galles, une de ses résidences favorites. On a souvent oublié. Donc ce sont bien sûr des documents exceptionnels qui sont conservés là. La première charte aussi de deux communes dont nous avons une copie, puis la seconde charte du roi Charles V, dont nous avons l'original. Elle est là depuis 1375. Elle a été conservée. Elle a dépassé tous les conflits, les guerres, les climats, le froid, la pluie. La qualité du papier, je présume. Oui, c'est effectivement une qualité de papier. Et nous avons surtout, bien sûr, les délibérations des élus. C'est ça qui est aussi extraordinaire. C'est un vrai trésor qui, en continu depuis 1488 jusqu'à aujourd'hui, nous présente les décisions que les différents élus de cette ville ont pu prendre depuis la fin du XVe siècle. Donc ça, c'est une source énorme qu'on a pu numériser. Elle est d'ailleurs en ligne sur Internet, sur le site de la ville. On peut consulter ces archives qu'on a pu préserver. Je ne peux que rendre hommage, bien sûr, à tous mes prédécesseurs qui se sont battus pendant des siècles pour conserver tout ce patrimoine qui nous raconte la vie des citoyens et des citoyennes d'Angoulême au fur et à mesure des décisions parfois très graves. Quand on sort d'une pandémie, on sait ce que c'est. On a connu bien sûr les pestes parfois extrêmement dures et terribles, et pas à l'époque les protections d'aujourd'hui. Il y a eu des moments très rudes, il y a eu des moments de joie, d'allégresse, et c'est tout, évidemment, toute l'histoire qui est là, hein, avec l'histoire des foires, des marchés, du commerce, des remparts, comment on préserve une ville, comment cette ville est en plus parfois exemptée d'impôts par les rois qui voulaient relancer le commerce à telle ou telle du Moyen-Âge, et comment elle s'est développée au XVIe siècle. Je pense qu'en 2023, les gouvernements pourraient dire « on va vous exempter d'impôts également pendant quelques années ». Ça serait bon, non? On sortait de la guerre de 100 ans, le commerce avait disparu, les foires aussi, il fallait relancer l'activité. Et c'est le comte d'Angoulême de l'époque, qui s'appelait Jean d'Orléans, on l'appelait le bon comte d'ailleurs, et qui avait sollicité son cousin, le roi de France, le roi Louis XI, pour exempter les habitants d'impôts directs et indirects. Et ça a fonctionné, c'est-à-dire que petit à petit, en quelques années, le commerce est reparti, les foires ont recommencé, mais voilà, il faut rassurer aussi les finances locales et royales. Les rois suivants ont créé de nouveaux impôts, malheureusement, et les Angoumoisins. Ça revient tout le temps, ça. Oui. Ça revient tout le temps. Donc, M. Gaillard, écoutez, merci. Merci d'avoir pris le temps de me jaser. C'est vraiment apprécié. Vraiment un moment d'histoire qui résume, qui nous positionne aussi assez bien dans cette compréhension-là de qu'est-ce que c'est Angoulême. Je m'imagine, là, j'écoute le podcast d'aujourd'hui et je pense que ça donne le goût de venir. Donc, merci beaucoup, M. Gaillard, de m'avoir accordé cette entrevue. Merci à vous. Vous écoutez Ben Lala en France, financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des cégeps du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et géré par la Fédération des cégeps et des partenaires suivants: le Media School d'Angoulême, le cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast! Donc, j'espère que vous avez apprécié notre épisode d'aujourd'hui.
avec Monsieur Florent Gaillard. Ça a été exceptionnel sur le plan de l'histoire, de cette compréhension-là. Si vous êtes dans le coin de Angoulême, je vous conseille vraiment de venir faire votre visite ici au Musée du Papier. Un endroit exceptionnel, un endroit où vous allez voir comment ça se passait. Et ceux qui ont déjà été, par exemple, à la Vieille Pulperie, vous allez pouvoir comparer aussi, je dirais, cet écart d'années et d'histoire entre les deux. Et vous allez voir aussi certaines similitudes. Donc, sur ça, écoutez, si vous voulez nous suivre sur benlala.ca, vous allez pouvoir voir quelques photos. Vous allez pouvoir aussi avoir le lien sur le musée de papier. Donc, vous allez pouvoir consulter ça à distance. Alors, sur ça, il ne me reste qu'à vous dire, les amis, ciao, ciao!